A film about the life of a photographer? Maybe it's good at the beginning to remember where the word comes from. In Greek, photo meant light. Graph was writing, drawing. A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. La Serra Pelada, la mine d'or de Brésil, en face de moi. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, tous les poils de mon corps remontaient. J'ai jamais vu une situation pareille. Là, j'ai senti dérouler devant moi, à quelques fractions de secondes, l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. On n'écoutait pas le son d'une seule machine là-dedans. On écoutait seulement les murmures de 50 000 personnes dans un grand trou. Les conversations, les bruits humains mélangés avec ces touches manuelles. Vraiment, je suis venu au début du temps. Je sentais presque le murmure de l'or dans l'âme de tous ces gens. Il fallait jeter toute cette terre. Tout c'est par l'or. Les mecs, il fallait qu'ils grimpent dans tout ça, qu'ils partent, qu'ils montent ces petits escabeaux, qu'ils arrivent sur des grands escabeaux et qu'ils sortent là-haut. Ah, tu n'as pas beaucoup d'intérêt à tomber là. Et si on tombe en haut, il risque d'amener quelques-uns avec, quoi. Là, j'ai monté ça plusieurs fois par jour. Mais jamais me passé dans la tête que je pouvais tomber non plus, parce que personne ne tombait non plus. On n'était pas là pour tomber, on était là pour transporter des sacs ou pour faire des photos, comme dans mon cas. Les mecs qui montaient ça 50, 60 fois par jour. La seule manière que tu as de descendre en plan incliné comme ça, c'est en courant. Si tu arrêtes, tu tombes. Tous ces gens ensemble, ça faisait un monde hyper organisé, mais dans la folie totale. On a l'impression que ce sont des esclaves, mais il n'y avait pas un seul esclave. S'il y avait d'esclavage là, c'est de l'envie d'être riche. Tout le monde voulait être riche. Et là, on trouvait de tout. On trouvait des intellectuels, on trouvait des mecs avec un diplôme universitaire, comme on trouvait des employés des fermes, des travailleurs urbains. Il y avait de tout qui venait chercher ici, une possibilité. Parce que quand on touchait les filons d'or, tout le monde qui participait dans ce petit morceau de la mine avait droit à choisir un sac. Et dans ce sac que la personne avait choisi, c'est là l'esclavage. Il pouvait rien avoir comme il pouvait avoir 1 kilo d'or. C'est à ce moment qu'il jouait son indépendance. Tous les hommes, quand ils commencent à toucher l'or, ne reviennent plus. I first saw this picture here in a gallery
more than 20 years ago. I had no idea who took it. Whoever it was had to be both a great photographer and an adventurer, I thought. There was a stamp on the back and a signature, Sebastião Salgado. I acquired the print. The gallerist pulled other pictures by the same photographer from a drawer. What I saw profoundly moved me, especially this image here, a portrait of a blind Tuareg woman. It still moves me to tears even if I see it every day, as it's hanging over my desk ever since. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. That meant a lot in my book. After all, people are the salt of the earth. It took a while until we finally met and talked about his life, his work, and where it was all coming from. On peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit, ils feront toujours des photos très différentes. Parce que nécessairement, ils viennent des endroits très, très différents. Très différents. Ils forment leur manière de voir, chacun en fonction de son histoire. Et je crois que mon histoire, j'ai appris à former ma manière de voir ici, dans cet endroit. Ici, j'ai une idée de la planète. Je faisais de longues marches à pied avec mon père, à travers cette ferme, et on se mettait ici pour regarder. Derrière de chacune de ces montagnes, il y en a une histoire, il y en a une chose à voir. Ici, j'ai rêvé beaucoup. Je voulais aller au-delà de ces montagnes, je voulais connaître. Salam severo. Mau bau kuat senera pinun di. Alo kan apa pun ada sini orang muda buang. Ada sekarang lama nih. Yo, antara nih. Ini semena karep tu ya lunto. Ya, antara nih. Ina. Yeah.
Nhâm. Nhâm. Ok. Nó đang sốt được ra này. Nereye bu? O Tião muito malandro, muito viajando, nunca vi gostar de viajar assim. Meu pai também era assim, meu pai parava em lugar nenhum, só vigia, parecia uma lançadeira. Assim era o Tião. Tião pensava que está em Vitória, está chegando aqui, ou está no norte, ou está fazendo propaganda política, e estudar mesmo. Se não tivesse uns colegas ali, não tinha formado. Então foi muito malandro para estudar. Deu muito trabalho, mas tirou a economia. Eu queria que ele tirasse a advocacia. Ele fez 1 ano, ele não gostou, passou para a economia e foi bom. That was Sebastião Salgado, the father, that is. He passed his name on to his only son, who, even if he remained a restless traveler for all his life, did profit from the studies his dad had obliged him to, in ways he could not have anticipated himself. His education as an economist equipped him with a solid knowledge of global markets, trade, and industry, so he knew what was driving the world. For our man, it all started in the little town of Ayamoras in central Brazil. There was his father's cattle farm under the big sky. There were vast Atlantic rainforests. There was the river still navigable at the time. But most of all, there were the endless trains rolling by, filled to the rim with minerals and iron ore that would go from here into the world. After all, this was and still is the biggest mining region on the planet. This is where young Sebastião grew up, the only boy among 7 sisters. What a life. All summers long he played on the banks of the Rio Doce, the Sweet River. That's where you are now. And here we are, a little documentary crew. I learned one thing. Having a photographer in front of your camera is very different from filming anybody else. He will not just be there and act like himself, so to speak. No, by profession he reacts in response.
using his weapon of choice, his photo camera. The man shoots back. Vin, j'ai de très belles photos de toi. Moi aussi, je te dis pas, hein? Ah oui, j'imagine. In this case, he wasn't just shooting at me. Regarde la photo. He had two of us in front of his lens. The other guy, my fellow director, was his oldest son, Giuliano. He had already accompanied his father with his camera on several journeys, like to Papua New Guinea, which you just saw before, or here, to a remote island far north in the East Siberian Sea. I wish I could have gone there too. Father and son Salgado invited me to join them and continue this film together, to add an outside view to their adventure, I guess. I didn't hesitate a bit. What else could I ask for? I would finally get to know this man, find out what was driving him, and why his work had left such an impression on me. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. Sebastião was 15 years old when he took the train to leave the little country town for good, to go to high school in the provincial capital of Vitoria. Our young man didn't know at first what to do with the money in his pockets. He had never paid for anything in cash. At the farm they had produced everything themselves, so he stayed hungry during the first weeks in the big city, afraid of going into a pub and just ordering something to eat. We are in the dark. What Sebastião would have become if this young woman here hadn't entered the picture. Lelia. She was 17, a music student and utterly beautiful. It was love at first sight. When Sebastião got a scholarship for a master in economics at a university in Sao Paulo, they moved there and got married. We're in the mid-60s. They were both involved in leftist politics, like a lot of their fellow students in Paris, Berlin, or Chicago. Brazil was under the reign of a brutal military dictatorship, so there was a daily danger of being arrested, deported, and tortured. In August of 1969, Sebastião and Lelia left their home country and took a boat to France. While Sebastião continued his formation as economist, Lelia studied architecture. One memorable day, she bought a photo camera for her work, and the one who had all the fun with it was Sebastião. The first picture he ever took was of Lelia, of course. And then, Sebastião got a job at the International Coffee Organization and then moved to London. Heading for a career at the World Bank, he often traveled to Africa to survey development projects. He would take Lelia's camera with him and would always come back with lots of pictures. Realizing that these photographs gave him so much more pleasure than his economic reports, the two of them made a bold decision together. He should take the enormous risk, abandon a promising, well-paid career as an economist, and start from scratch. They moved back to Paris and invested all they had in expensive photo equipment. For a while, Sebastião tried his hands at sports, did portraits, weddings, and even nudes, before he found his vocation. C'est ça mes premières photos. On était à Tawa. Les jeunes mères qui venaient dans la queue pour recevoir des alimentations, parce que c'était l'époque d'une grande sécheresse au Niger en 1973. Pour Lelia, c'était un peu plus difficile parce qu'elle était enceinte. Je me rappelle une fois qu'on était exactement dans cet endroit et on était chez un ami à Niamey. Et le marabout de Niamey est venu. Lelia avait une petite bermuda et elle était très, très belle. Et le marabout est venu, assis. Il a dit à Lelia, « Sors de là, assieds-toi sur mes jambes. » Aïe, j'ai dit, « Ah, monsieur Marabout, il y a un petit problème, c'est que
cette femme, elle est enceinte de notre premier fils. Et donc, c'est mieux qu'elle reste ici. Il a compris le manque des synchronisations à ce moment. Et bon, et finalement, on a tellement parlé qu'il a parti avec 1 kilo de sucre, tellement comme s'il aurait parti avec Lélia aussi. Their son Giuliano was born in Paris in 1974. Here he is, my future pal and co-director. Lelia continued to support Sebastião with all she could as a young mother. She worked hard parallel to her studies and presented Sebastião's photographs everywhere, to magazines, newspapers, and agencies. And then, after a few significant publications, the two of them felt encouraged to envision a first big photographic project on their own, Otras Americas, the Other Americas. It was going to take Sebastião all across South America. Little Giuliano was getting used to seeing his dad off for long absences at a time. Depuis qu'on avait quitté le Brésil, en 1969, l'Amérique latine a commencé à me manquer énormément. Et j'ai pris la décision de faire un voyage dans les pays voisins au Brésil. C'était l'Équateur, le Pérou, la Bolivie. Et j'avais en même temps un rêve énorme d'aller voir les montagnes d'Amérique latine, les Andes. À cette époque, l'Amérique latine avait une vraie activité sociale profonde, la théologie de la libération. Et dans ce voyage, j'ai connu un jeune prêtre en Équateur qui s'appelait Gapicho. On avait à peu près le même âge. J'étais un jeune photographe, lui un jeune prêtre. C'est lui qui amenait la parole de Dieu, qui organisait ces paysans en coopératif, qui amenait la solidarité. Et comme il avait toutes ces communautés en main, j'ai pu faire des voyages phénoménaux. On était là, ici, à 3000 et quelques mètres. On montait quelquefois des dénivelés de 600, 700 mètres à la journée. Mais je prenais un plaisir fou de vivre dans ces paysages, dans ces communautés. Ça, ce sont les Saragurus. C'est un groupe d'Indiens au sud de l'Équateur, très, très croyants, mais aussi des grands buveurs d'alcool. Plus de la moitié de la communauté, le week-end, hommes comme femmes, sont complètement sous. Le paysan qui est à gauche, là, il s'appelle Lupe, Guadalupe. Lupe, il était très proche de moi. À cette époque, j'avais des cheveux très longs, des cheveux blonds très longs. J'avais une grande barbe, bien rouge, bien blonde. Et en marchant avec lui sur les montagnes, un jour, il s'approchait de moi et dit « Écoute, Sébastien, je sais bien que tu es envoyé du ciel, parce que selon la légende des Saragurus, le Dieu, à l'image de Christ, allait revenir sur terre pour les voir, pour les observer et voir ce que méritait le ciel ou pas. Ici, quand on marchait sur ces montagnes, il profitait pour faire une présentation de sa vie. Il croyait sérieusement que j'étais une personne venue spécialement pour les observer et pour raconter là-haut leur comportement. J'ai peut-être jamais rencontré dans ma vie tout un peuple qui avait un autre rythme du temps. Les temps que j'ai passé avec les Saragurus, j'avais l'impression que j'ai passé une centaine d'années avec eux. Tellement tout était lent, était dans une autre manière de penser, une autre vitesse. Il y avait un fatalisme sur leur visage. C'est dans l'état de Oaxaca, au Mexique. C'est un groupe de paysans qui s'appelle Mijes. Tout là est médiéval.
la charrue, tout. Ah, c'est une Amérique latine profonde. C'est un peuple campagnard. Mais le plus important de cette communauté, c'est la musique. C'est un peuple qui adorait la musique. Tous les membres de cette communauté qui pouvaient jouer un instrument, ils n'avaient pas besoin de travailler. Ils travaillaient comme musiciens. Ils m'ont laissé dormir pendant quelques jours dans une pièce en ciment très froide pour voir si je résistais bien, si je voulais vraiment rester, comme j'ai resté pas mal de temps. Finalement, ils m'ont sorti, ils m'ont mis dans une maison et je suis devenu beaucoup plus proche de la communauté. Et là, pour moi, c'était un plaisir. On est devenus très amis et j'ai vécu bien dans cette communauté. Ça, c'est au nord du Mexique. C'est la Tarahumara. C'est des grands coureurs. C'est des coureurs de fond, les Tarahumara. Ils marchent en courant. Ah mon Dieu, mais c'était l'enfer pour suivre ces Indiens. Parce qu'ils ne marchaient pas, ils volaient. C'est un Tarahumara avec son visage bien marqué, bien vécu. Des beaux cheveux, cheveux fantastiques. Là. Plusieurs fois, j'ai eu les gens qui venaient vers ma caméra, j'avais l'impression que j'étais plutôt un preneur de son. Ils me racontaient des choses comme si j'étais en train d'enregistrer ce qu'ils me racontaient. La force des portraits, c'est que dans cette fraction de seconde, on comprend un peu la vie de la personne qu'on photographie. Les yeux racontent beaucoup, l'expression du visage. Quand tu fais un portrait, c'est pas toi tout seul qui prends la photo. La personne t'offre la photo. Pour moi, c'était tellement important ce voyage. De pouvoir venir depuis des années sans pouvoir mettre les pieds dans mon pays, de pouvoir être ici. La base était la même, c'était mon continent, on était tellement proches. Otras Americas took Sebastião 8 years. On these journeys into the deepest South America, he simply disappeared for extended periods of time. Giuliano largely grew up with an absent father. His parents could at least write letters back and forth. This was, of course, long before any satellite communication. Whenever he came home in between to see his family and to edit his photos together with Lelia, Sebastião appeared like a great adventurer to his son, some kind of superhero rather than a photographer. And jump cut. To me, 30 years later, I finally joined my father on one of his missions to Wrangell, a deserted island in the Arctic Ocean. Sebastião was hoping to photograph the last big congregations of walruses. I wanted to find out who that man was, the man I had only known as my father. I wanted to discover the photographer, the adventurer for the first time.
Dios, Dios, il nous a mis tout dans le... C'est incroyable. Você tá pensando o quê, pai? Eu tô pensando que eu não sei, vai ser complicado de fazer essa história. Se isso aqui é bom. Tem diferença do urso estar perto. Você pode fazer uma foto de um urso pertinho, mas com um quadro que não é bom. Você tem um documento do urso, mas você não tem nenhuma foto do urso. Aquele local não é bom. Não tem nada atrás, não tem nada pra... Não sei nada com boa foto pra ajudar no quadro. Não tem nenhuma ação.
Impressionante. A visão tendo através da lente, só os dentes ainda, você não compreendia a forma da cabeça. Impressionnant. Non, on avait l'impression que tu étais dans la terre dedans. C'est vraiment les dents qui sortaient par toutes ces formes. Incroyable. Pai, me conta um pouquinho o teu ano 79. 79, Lélia estava grávida, esperando o nascimento do segundo filho. Ia ser um homem, a gente já sabia. E quando o Rodrigo nasce, tinha todas as indicações que ele ia ser um Down syndrome. Ele era bonitinho, ele tinha os olhinhos puxadinhos, e eu tinha a impressão que ele era inteiramente normal. A Lélia também. O médico teve que fazer um exame longo, que levou pelo menos umas 3 semanas para ter resposta. Até o dia que o médico telefonou. Era tão forte a tensão que eu sentia nesse dia. Quando veio a resposta, eu chorei. Eu não conseguia parar de chorar. My baby brother was never going to be able to go to school or learn how to read and write, like I would. Rodrigo would be isolated in a world we would never be able to share. This was very hard on my parents. But then something happened. Through his love, Rodrigo developed a language of his own. Slowly, as a family, we learned to decipher his emotional alphabet and to communicate without words. Sometime later, my mom, my brother, and I took an airplane to Brazil. The military dictatorship had crumbled. I was 5 and I didn't really understand how important that long trip was going to be. At some point, a man opened one of the blinds and direct sunlight poured into the airplane. His voice echoed through the cabin. "We're flying over Brazil." My mom looked through the window and went silent. She was seeing her own country for the first time after so many years. It was such a happy moment, and yet when she turned to me, she was crying. As for my father, he was in French Guiana and was going to join us later. C'était le 31 décembre. Et je rentrais au Brésil. Ah, c'était phénoménal de venir dans son pays depuis 10 ans et demi dehors. C'était quelque chose de choquant. Là, elle n'a plus trouvé la Vitória qu'elle avait laissée. L'urbanisme de Vitória était changé. Tout était modifié. Ma région très changée. Moi, je rencontre mes parents. J'ai laissé mes parents encore jeunes, forts. Quand je les trouve, je trouve un vieillard. Mon père était très, très vieux déjà. Mais à ce moment, je voulais voir le Brésil plus profondément. Ma sœur m'a prêté une voiture et j'ai fait un voyage de 6 mois au nord-est du Brésil. Je ne connaissais pas le nord-est. J'ai toujours un rêve du nord-est du Brésil. J'ai trouvé ces gens qui allaient en enterrement. J'arrête la voiture au coin de la route et je pars avec eux. La mortalité infantile, c'était très, très, très forte au nord-est du Brésil. C'est des gosses qui étaient morts avant le baptême. On croit que des enfants qui n'étaient pas baptisés encore, ils n'ont pas le droit au paradis. Ils vont rester dans une région intermédiaire qui s'appelle Limbo.
Si un enfant est mort avec les yeux fermés, c'est parce qu'il était baptisé. Si elle a les yeux ouverts, il les laisse aller avec l'œil ouvert pour qu'il puisse trouver son chemin. Sinon, il va être en errance toute son éternité. À cette époque, il avait un service de location de cercueil à l'église. Tu louais très bon marché un cercueil. Il servait des dizaines de fois le cercueil. Là, on voit très bien les services de location de cercueil. Et c'est des chaussures, absolument. On vend de tout. On vend des chaussures, des cercueils, des bananes, des légumes, des glaces, de tout. C'est une région du monde où la mort et la vie, elle est très, très proche. Ici, c'est une communauté qui fait sa prière et qui fait aussi son travail politique en même temps. On a eu au Brésil, on a jusqu'à présent, un grand mouvement de paysans sans terre. Une grande majorité, une grande origine du mouvement de paysans sans terre, c'est venu de là. C'est venu d'ici, du nord-est du Brésil. Des gens d'une force morale, d'une force physique, même si c'est des gens très frêles, qui s'alimentent mal. Regarde l'aridité de la région, c'est très aride. Parce que c'est ça, on a un bout du Sahel au Brésil. Et là, sur la route, les gens partent, ils ne reviendront plus. Quelquefois, c'est tellement sec, tellement difficile que les gens émigrent vers les villes et de là, ils descendent au sud et c'est fini pour eux, quoi. Ils abandonnent la terre. Há muitos anos que vem nós sofrendo aqui com falta de chuva. Aqui já teve muito gado, agora não tem gado nenhum, acabou. A seca foi muito grande, acabou os pastos. Acabou a renda. Como é que acabou, vô? Por que acabou? Acabou por causa da seca, né? Aí tudo foi plantado, de coisa que não vê capim aí agora há pouco tempo. Gastamos aí, entre eu e seu pai, nós gastamos mais de 20 mil aí. Quer dizer, era uma fartura aqui. Tinha muito passo, muito passarinho, muito canário, tico-tico, sabiá. Ali por cima da pedra, quando eu comprei, era uma mata boa. Essa cabeceira aqui também tinha uma mata bem boa. A erosão vai muito agora, por exemplo, o morro está pelado. Vem uma chuva, nos segura enxurrada lá, não tem capim, não tem nada para segurar, faz um desastre. Não tem ideia de saber como é que acaba com essa erosão, não. Vô, o senhor foi feliz nessa fazenda? Hein? O senhor foi feliz nessa fazenda? O senhor foi feliz na fazenda? O senhor foi feliz? É. Eu fui feliz que tratei meus filhos, eduquei todas as 7 mulheres, 6 formadas, tem o Tião, eu formei os filhos aqui com dificuldade. Eu fui feliz. Só na madeira eu tirei mais de
conto, para pôr os meninos na escola. Tudo foi criado com boa alimentação, boa roupa. Since I first came to Brazil, my grandfather's land had always been this way, burnt and dried out. When Sebastião came back to the farm after his journeys to northeast Brazil, the place was hardly the paradise he had known as a child. But he had something else on his mind. The suffering he had witnessed changed him. His role as a photographer took on a whole new meaning. We understood the urgency he felt to leave. I still missed him a lot, but I understood. For his next project, which would take him to the Sahel region of Africa, Sebastião started to work with Doctors Without Borders. J'ai travaillé en Éthiopie en 1984 et après j'ai continué sur toutes les Sahel, 85, 86. Finalement, j'ai passé presque des années de suite dans toute cette région en train de faire une histoire sur la famine. On avait des camps de réfugiés, les plus grands dans l'histoire de l'humanité jusque-là. Moi, j'avais une envie fou de montrer ça, pour montrer qu'on avait une grande partie de l'humanité qui était dans une énorme détresse, que c'était plutôt un problème de partage que simplement un problème de catastrophe naturelle. C'était une région copte. Et c'est des gens très, très chrétiens, les gens du nord de l'Éthiopie, qui ont une énorme humilité. Ils sont incapables, même avec un enfant qui est en train de mourir, de s'imposer devant les autres. Ils vont attendre. Regarde l'état des gens dans ces cas. Dans cet état, on n'a plus de résistance. Dans un cas, on dit que la famine a tué un nombre de personnes. C'est la cause de la détresse du corps, mais c'est les maladies parallèles qui tuent. Quand on attrape le choléra, on a une déshydratation tellement accélérée qu'on peut perdre jusqu'à 12 litres de liquide par jour en diarrhée. On meurt en 2-3 jours. Des visages si jeunes, non, qui sont tellement vieux dans la souffrance. Si on regarde bien son front, il n'est pas un front d'un vieux. C'est qu'il y a des vieux sur les yeux qui sont complètement vides, quoi. Regardez comme elle est jeune. Regardez l'air bébé. C'est son mari. Le grand nombre des morts, c'était la nuit, à cause du froid. Mourir ici, c'est vraiment une continuité de la vie, quoi. Les gens s'habituent à mourir. Un mari qui lave sa femme pour l'enterrer. Avec ses habits de montagne, habillé dans sa peau de chair. Une femme très jeune. Dans la cérémonie copte, il faut que le corps arrive propre face à Dieu, quoi. Il faut qu'on les lave tous. Même si on a très peu d'eau. Chaque personne qui meurt, c'est un morceau de tout le monde qui meurt. Un père qui prépare son fils pour l'enterrement, dit le dernier adieu à son fils. Normalement, c'est la famille qui prépare ses morts.
et savoir qu'un gouvernement retient l'alimentation, qu'il ne laisse pas arriver l'alimentation à sa population, comme c'était le cas ici, spécifique, dans ces camps du nord de l'Éthiopie. C'était d'une malhonnêteté politique brutale. Je retourne en Éthiopie juste à la fin de 1984. À ce moment, la guérilla a compris que le gouvernement était en train de vider la région. Ils ont commencé à sortir les gens vers le Soudan. Ils partaient de partout dans les Tigrés. Il y a eu une attaque de 2 hélicoptères, des Mi-24, c'est des hélicoptères de combat très rapides, et qui tiraient à la mitraillette sur les gens. Je fais une photo et après j'ai couru. Beaucoup de femmes enceintes qui marchaient, avec l'espoir qu'en arrivant, elle allait avoir à manger, elle allait avoir de l'eau, elle allait avoir finalement la terre promise. J'ai dû passer là-bas au moins 2 mois encore. Et quand je suis rentré au Soudan, j'ai pu travailler beaucoup à l'arrivée de ces gens. C'est un homme qui vient d'Éthiopie. Son chameau était à la limite. Peut-être qu'il est mort. Mais l'homme tenait. Et quand il est arrivé vers le médecin, l'enfant était mort. Après toutes ces marches. C'était un camp que Médecins sans frontières l'a démonté. L'eau, c'est primordial dans ces camps. Et ça commence à être un grand problème. Donc il fallait les déplacer le plus vite possible. Ils étaient entassés dans des camions des Nations Unies pour les apporter dans un nouveau camp sur une terre très belle, très fertile, au bord des Nils bleus. J'ai fait au moins 300-400 km sur ces camions. Des amis qui sont dans les camions, ils font comme s'ils étaient normalement un dimanche après-midi, assis sous un arbre en train de se raconter des histoires. On a beaucoup d'eau, on est au bord du Nil ici. Mais c'est là que les gens sont morts. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Là, ils sont arrivés au bout de la détresse. Ils avaient oublié d'amener l'alimentation. Ou ils n'ont pas pu amener l'alimentation. Il y a une désorganisation à l'alimentation. Les gens qui tenaient, en arrivant ici, ils ne tenaient plus. J'ai venu au Mali. Il y avait aussi une grande sécheresse. Les peaux des gens, ça devient des écorces d'arbres. Des arbres marqués par les vents de sable. Des tempêtes et des tempêtes de sable. Il n'y avait que des femmes et des gosses. Les hommes étaient partis travailler en Libye, ou descendus en direction à la Côte d'Ivoire, en cherchant du travail, ont immigré, avec une promesse de retourner, d'amener l'alimentation pour la famille, mais très peu sont retournés. Ils étaient tous bien sauvés, parce que Médecins sans frontières a fait un travail énorme ici. Ils ont amené toute une assistance à cette région. C'est un ami, Luc, un médecin belge, en train de mesurer les gamins, de les peser. Ces enfants, 15-20 jours, tu ne les reconnais plus. Ils reprennent la santé.
sont un peu marqués dans toute leur vie parce que certaines choses l'ont manqué à un certain moment de sa croissance. Il était seul, ce gamin, avec son petit instrument, sa petite guitare à la main, avec ses bouts de chemise qu'il tenait sur lui encore. Pas de pantalon, rien. Regarde bien sa détermination, sa posture. C'est quelqu'un qui savait rouler, à la recherche d'autres groupes, à la recherche d'un village, avec son chien. Un gamin qui avait 8 ans, 9 ans. Sebastião became very attached to the people in the Sahel region of Africa. He returned over and over again. His photographs, the book, and the exhibition that Lelia edited and put together called Worldwide Attention to These Droughts and the Threats to Millions of Lives, and opened questions what had caused these conditions in the first place. Afterwards, Sebastião turned to a subject that would take another 6 years and countless journeys to almost 30 countries all over the globe. Workers,